Pour recréer le passé, il faut aussi entrer dans les mythes. Voici Osiris, le premier pharaon divin qui a régné sur la terre d'Égypte, qui est mort et a ressuscité avec l'aide de son fils Horus. Voici les dieux du commencement des temps, de Thebes-Zepi, que les Égyptiens situaient des milliers et des milliers d'années dans le passé. Mais la question est, quand était-ce? À quelle époque se situait Thebes-Zepi, le commencement des temps? À cause de la précession, les étoiles aussi ont un commencement des temps qui correspond au début de leur cycle précessionnel quand elles entament leur ascension dans le ciel. Pour Orion, le commencement des temps, c'était en 10 500 avant Jésus-Christ. C'est là que Beauval arrivait. 7000, 8000, 9, 10, 10 500 avant Jésus-Christ. C'est la bonne date. C'est absolument étonnant. Tout concorde. 10 500 avant Jésus-Christ est la bonne date. L'agencement des étoiles dans le ciel et des pyramides sur Terre ramenait très précisément au commencement des temps d'Osiris, quand Orion avait entamé son ascension en 10 500 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens essayaient-ils de montrer le début de leur mythe, leur Thebes-Zepi, le règne d'Osiris, leur premier pharaon divin, ou l'époque improbable de leur genèse, en 10 500 avant Jésus-Christ? La précession fournit une autre piste. La lente oscillation de la Terre semble faire voyager les constellations à travers les âges. Les anciens Égyptiens accordaient une attention toute particulière à ce phénomène. Ils étudiaient le point où le soleil se levait, particulièrement au moment où la nuit et le jour sont de même longueur, c'est-à-dire le 21 mars, à l'équinoxe de printemps. Ils regardaient la constellation qui était derrière le soleil et notaient qu'elle changeait lentement au fil du temps. Leur grand sphinx semble avoir été érigé pour contempler ce phénomène. À peu près tous les 2000 ans, un autre signe du zodiaque apparaît derrière le soleil et définit une autre ère, une autre époque astrologique. Maintenant, les poissons, le Verseau qui émerge avant le Bélier. Ce moment avait une importance capitale pour les anciens. Nous appelons ce moment l'équinoxe vernal. Quand le sphinx est censé avoir été bâti en 2500 avant Jésus-Christ, le soleil se levait dans la constellation du Taureau. Cela aurait été complètement stupide pour un pharaon de bâtir une balise équinoxiale en forme de lion à cette époque. En fait, une seule époque aurait convenu pour la construction du sphinx avec la forme qu'il a, l'ère du lion, commençant au 11e millénaire avant Jésus-Christ. C'est là un mince faisceau d'indices qui nous ramène à la préhistoire, à l'âge de la pierre, des milliers d'années avant l'apparition supposée de toute civilisation humaine. Léger, tiré par les cheveux? Peut-être. Un autre chercheur arrive à la même conclusion, mais en partant d'une autre approche. John West, auteur et égyptologue indépendant, a découvert que les roches érodées par l'eau ont ici exactement la même forme que le pied du sphinx usé par le temps. Il ne faut pas être géologue pour comprendre ce qui a causé ce genre d'érosion. Seule l'eau de pluie qui arrosait les murs d'enceinte a pu sculpter ces contours arrondis. De l'eau dans le désert du Sahara? Il n'y a pour ainsi dire pas eu de pluie dans le Sahara depuis 9 ou 10 000 ans. L'âge de la pierre est difficile à dater, mais pour un géologue, l'érosion raconte l'histoire d'une roche. Voici les traces que des siècles d'exposition au vent et au sable laissent sur la pierre. Les couches les moins dures ont été balayées. C'est ce qu'on remarque partout à Gizeh. La seule exception, c'est le sphinx et les parois de la cavité dont il a été extrait. Ici, les roches semblent avoir été usées par des siècles de fortes pluies. Le résultat de cette usure, c'est un profil arrondi, ondulé, d'apparence très différente. La découverte de John West est explosive. En effet, de quand datent les dernières grosses pluies en Égypte?
certainement pas du temps des pharaons. Les crues du Nil auraient-elles pu causer cette érosion ? Absolument pas, parce que les crues du Nil seraient venues du bas. Si les monuments avaient été inondés par les eaux du Nil, l'érosion aurait été différente. Le bas des murs aurait été touché. L'érosion aurait été plus forte au pied des monuments, pas au sommet. En plus, il n'y aurait pas ces profondes fissures. Les géologues ont trouvé pertinents les arguments de West et se sont rangés à ses côtés dans le débat l'opposant aux égyptologues qui, jusqu'à présent, n'ont trouvé aucune réplique sensée à ses conclusions. Le sphinx lui-même a été trop souvent réparé pour qu'on puisse déceler quoi que ce soit, bien que... Ici, nous voyons un morceau des premières réparations. Vous voyez que 70 cm à 1 mètre de blocs ont été nécessaires pour remettre le sphinx dans son état initial. On dit que ces réparations ont été faites dans les 300 ans qui ont suivi la création du sphinx. Mais la question se pose, pourquoi aurait-il fallu réparer la sculpture sur 1 mètre après seulement 300 ans d'existence ? Les égyptologues prétendent que la pierre dans laquelle on a sculpté le sphinx est de si mauvaise qualité qu'elle s'est usée de 1 mètre en 300 ans. C'est là que surgit un autre problème. Si la pierre dont est fait le sphinx est de si piètre qualité et que le sphinx a été sculpté il y a 4500 ans, cela voudrait dire qu'à la moyenne de 30 cm d'érosion par siècle, le sphinx aurait dû disparaître il y a 500 ans, et il ne l'a pas fait. Le sphinx érodé par de fortes pluies, bien avant les pharaons et les pyramides ? Quand de telles pluies ont-elles arrosé l'Égypte pour la dernière fois ? Bien qu'il y ait eu d'autres longues périodes d'humidité, une seule époque est possible. Et curieusement, cette période correspond à celle que Hancock et Bauval retrouvent dans leur archéologie astronomique. C'est le lointain commencement des temps qu'on trouve dans les anciens mythes et dans le ciel. À cette époque de l'histoire de l'humanité, la Terre connaissait un bouleversement sans précédent. Un énorme cataclysme s'est produit sur Terre il y a 12 500 ans. C'était la fin de la période glaciaire. La Terre avait connu 50 ou 60 000 ans de relative stabilité climatique. Des millions de mètres carrés de glace couvraient l'hémisphère nord. Et soudain, pour des raisons qu'aucun scientifique n'a encore réussi à comprendre, toute la glace a fondu en l'espace de 2 à 3 000 ans. Le monde différent de la période glaciaire, avec une couche de glace épaisse d'1 kilomètre couvrant le nord de l'Europe et de l'Amérique. La fin de la glaciation a amené un cataclysme. C'est ce que pensent les archéologues et d'autres scientifiques. Serait-ce le déluge dont parle la Bible ? L'Égypte a connu des changements importants et dramatiques à la fin de la période glaciaire, particulièrement vers 10 500 avant Jésus-Christ. C'est alors que de fortes inondations ont recouvert la plaine inondable, ruinant la vallée du Nil et le delta en général. Les mythes parlent d'une civilisation qui commence à la fin d'un grand cataclysme. C'est le premier temps, la lointaine époque des dieux dont on parle dans les mythes. L'époque où tout a commencé. C'était vraiment le premier temps de l'humanité. Nos souvenirs commencent à ce moment-là. John West fait remonter le grand sphinx à la fin de cette période glaciaire. Mais pourquoi a-t-il un visage et une coiffure de pharaon ? Regardez bien la tête du sphinx. Elle est en meilleur état que le corps. Même si la tête a été taillée dans une pierre calcaire beaucoup plus dure, cela n'explique pas qu'elle soit en tellement meilleur état que le corps. Et plus important encore, elle est très petite proportionnellement au corps. Vu d'en haut, le corps du sphinx est long et aplati. La tête ressemble à une tête d'épingle posée dessus. Pour nous, cela indique que la tête a été resculptée. En d'autres termes, la tête du sphinx n'est pas l'original. À un moment donné, elle a dû être refaite. À mon avis, voici l'histoire du sphinx.
Il y a longtemps, avant que l'Égypte ne devienne un désert, le plateau de Gizeh était une savane fertile. Au bord du plateau, il y avait une grosse masse rocheuse. Un groupe de sculpteurs anonymes ont taillé un visage géant dans le rocher, peut-être la tête d'un dieu ou d'un lion. Quand le sphinx a été terminé, des centaines de gros blocs de calcaire, dont certains pesaient plus de 200 tonnes, ont été soigneusement découpés et amenés sur ce site. Une fois ici, ils ont été soulevés et mis en place apparemment sans effort. Rien dans l'Égypte dynastique, l'Égypte que nous connaissons, ne ressemble à ceci. Tout fait référence à une époque antérieure. Le temps passait. Des changements climatiques amenaient des pluies torrentielles sur la région, marquant la fin de la période glaciaire. Les pluies ont érodé le lion jusqu'à en faire pratiquement ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand les pluies ont cessé, les savanes se sont transformées en désert du Sahara. Le sable a enfoui la statue jusqu'au cou pendant des milliers d'années, protégeant ainsi le sphinx et les traces d'érosion par l'eau de pluie qu'on y lisait. Quant au visage du sphinx, il a continué à s'éroder, à diminuer de taille. Il a peut-être été retaillé. Les rois de la 4e dynastie qui ont construit les pyramides aux environs de 2500 avant Jésus-Christ ont certainement dégagé le sphinx et ils l'ont fait retailler à leur image. Le pharaon Képhren n'a pas construit le sphinx, il l'a restauré. Y a-t-il eu, oui ou non, une genèse de l'Égypte et de la civilisation humaine? Ces monuments ont vu passer des millénaires et ont gardé leurs secrets dans un silence majestueux. Bauval et Hancock voient les cieux et les constellations qui s'y reflètent. Les anciens astronomes ont inscrit une date étonnante partout, non plus en termes vagues, mais clairement et de manière détaillée. À Gizeh, les anciens astronomes étaient face à un horizon ininterrompu de 360 degrés qui les invitait à l'observation des points où le soleil et les étoiles se levaient. Une autre direction retenait aussi leur attention, la ligne nord-sud qui divisait le ciel immédiatement au-dessus de leur tête. Ils observaient les étoiles quand elles traversaient cette ligne. En 10 500 avant Jésus-Christ, quand les 3 étoiles de la ceinture d'Orion traversaient cette ligne, elles le faisaient suivant un schéma qui était exactement celui des 3 pyramides au sol. Un autre détail, suivons l'horizon de Gizeh jusqu'à l'endroit où Orion se couchait en 10 500 avant Jésus-Christ. Pour les observateurs, c'était ici, là où la ceinture d'Orion est marquée avec une extrême précision par 3 petites pyramides qui établissent précisément l'endroit où les étoiles se couchaient en 10 500 avant Jésus-Christ. C'est loin d'être une coïncidence.